Bonjour à tous et bienvenue sur le Dazibao en bref. Désormais, chaque épisode du podcast sera accompagné de sa version abrégée pour les auditeurs pressés. En moins de 30 minutes, mes invités se prêteront à l'exercice compliqué du résumé et de la concision. Et pour ceux qui souhaiteront poursuivre la découverte du sujet de recherche de mon invité, je vous invite à écouter la version longue de cet épisode sur le site internet du Dazibao et sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao en bref. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Pablo Barnier-Kawam. Salut Pablo. Salut Marjolaine. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler en bref de ta thèse de doctorat que tu as soutenue en avril 2023 et qui s'intitule L'autodétermination comme principe d'autonomie politique, histoire et appropriation d'un droit équivoque en Bolivie et au Chili de 1970 à 2019 et tu as réalisé ton doctorat sous la direction du professeur Thierry Balzac à Sciences Po Paris. Donc Pablo, comme tu le sais, je t'ai briefé. En gros, en moins de 30 minutes, on veut quasiment tout savoir sur ta thèse. Je te tends le micro et puis on t'écoute avec une très grande attention. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors c'est vrai qu'en commençant une thèse, on a tendance un peu à partir d'une petite question, des sujets un peu difficiles à élargir ou à trouver une grande question. Et finalement, plus sur la fin de la thèse, j'ai trouvé cette grande question qui était plus liée finalement aux frontières ou aux limites de l'ordre international et du système international. Donc, quels acteurs peuvent y entrer, quels acteurs en sortent en fait et ne sont pas reconnus comme légitimes à être représentés et à participer. Et donc, le cas des peuples autochtones, c'est un acteur qui justement, sur le plan historique des années 70 à 2019, comme le cadre ma thèse, où prend cette période historique, a pu changer cette situation-là en fait. Et cette situation a été modifiée par les peuples autochtones et leur mobilisation grâce à la revendication et l'appropriation du droit à l'autodétermination. Pourquoi cette centralité du droit à l'autodétermination dans ma thèse, mais aussi dans le système international? Alors, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt ma thèse qui copie la centralité du système international, enfin de l'autodétermination dans le système international. Mais bref, le droit à l'autodétermination, en fait, est vraiment le droit qui régule l'acceptation de nouveaux acteurs dans le système international, et ces acteurs sont considérés comme étant des États-nations. Puisque, alors c'est un droit qui a été reconnu dans l'alinéa 2 de l'article 1 de la Charte des Nations unies, qui est en français formulé de la manière suivante, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il est limité en fait au terme de peuple. Et à partir des années 60, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transformation juridique de ce droit pendant le mouvement de la décolonisation, grâce à une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, qui est la résolution 1514, adoptée en 1960. Et cette résolution, en fait, fait du droit à l'autodétermination un droit à la formation d'un État-nation par la sécession. Donc, c'est l'accès à la représentation au niveau international grâce à l'État-nation. Donc, les dirigeants politiques de l'État représentent leur peuple et ensuite, ce peuple est représenté par leurs dirigeants au niveau international. Et donc, il n'y a pas d'autre possibilité, finalement, d'avoir une représentation dans le système international qui soit légitime et qui puisse avoir un droit de vote, puisque bon, il y a la société civile qui intervient grâce à des ONG, mais on est quand même sur un niveau bien inférieur. Donc, finalement, ma problématique était très liée donc, à cette appropriation du droit à l'autodétermination par les peuples autochtones, mais également à comment on peut reformuler ou dépasser le jeu à somme nulle de l'intégration de nouveaux acteurs dans le système international, un jeu à somme nulle puisqu'il y a l'association de le droit à l'autodétermination, l'État-nation et un territoire qui est contrôlé. Et donc, il n'y a plus de territoire à conquérir, il n'y a plus de territoire disponible sur la planète Terre puisque tout a été conquis. Alors après, il y a l'exploration spatiale, mais ça pose un autre On sait problème. pas, hein, on sait pas, Ouais, peut-être que, hein. on n'y est pas encore, il faudra trouver des représentants de la Lune et de C'est Mars ça, bientôt. c'est ça. On espère que ce ne sera pas Elon Musk, mais bon, on verra. Oui. Ah bah attends, on prie très fort. Même si on n'est pas religieux, prions. Mais donc on est vraiment dans une impasse finalement au niveau international puisque, il y a des acteurs qui se revendiquent comme étant des peuples, qui n'ont pas d'État-nation et qui ne contrôlent pas de territoire. Et il n'y a même plus de territoire disponible pour avoir une représentation au niveau international. Donc qu'est-ce qui se passe face à cette revendication du droit à l'autodétermination par les peuples autochtones pour gérer en fait ce jeu à somme nulle qui est le système international et sa redistribution territoriale?
Et l'autre élément qui m'a intéressé, qui m'a motivé aussi à entreprendre ce travail, du point de vue de la science politique, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de travaux en anthropologie sur les peuples autochtones, mais quand même moins en sciences politiques, donc ça permet de mettre en œuvre de nouvelles méthodes et de nouveaux outils. Et donc, c'est ce que j'ai fait au niveau méthodologique. Je me suis appuyé sur, la socio-histoire et la comparaison. La socio-histoire, c'est vraiment l'idée de, à la fois prendre le contexte comme pertinent, vraiment, approfondir le contexte historique des cas étudiés, à contrario peut-être des théories des relations internationales plus classiques qui, elles, développent une théorie, très abstraites et ensuite prennent des exemples historiques de manière ponctuelle pour confirmer ou non la théorie. Là, vraiment, le but de la thèse, c'était de rentrer complètement dans le contexte historique, de le développer à fond et de comprendre comment les interprétations et significations de ce contexte peuvent aider à expliquer et aussi à comprendre cette appropriation du droit à l'autodétermination par les peuples autochtones. Donc de 1970 à 2019, et je vais expliquer ensuite les bandes chronologiques. Et l'autre élément, c'est une comparaison des cas les plus différents en prenant les Aymaras qui ont une localisation plus centrale. En fait, leur territoire originaire recoupe celui de la capitale politique qui est La Paz en Bolivie. Ils ont aussi une organisation politique plus forte que les Mapuches, mais ils font face à un État qui est moins développé ou moins fort en termes d'institutions publiques. Et donc, à contrario, les Mapuches ont une localisation plus marginale. Ils sont dans le sud du pays, enfin, leur territoire originel est dans le sud du pays, mais l'État chilien est plus fort et d'un autre côté, les Mapuches ont une organisation, moins structurée et qui a moins de possibilités de négocier, face à face à l'État puisqu'ils ont une fragmentation un peu plus forte. Donc ces éléments différents me permettaient de dire: on a des situations assez distinctes entre les Aymara et les Mapuches. Néanmoins, on voit qu'on a, dans les 2 cas, une présence démographique forte et surtout un développement idéologique qui aboutit à une revendication commune du droit à l'autodétermination et au-delà d'une revendication commune, c'est surtout une interprétation commune du droit à l'autodétermination qui est le résultat final de la thèse. Donc il y a 3 périodes que j'ai définies et qui recoupent les 3 parties de la thèse. La première va de 1970 à 1982 et donc on est vraiment dans un contexte de guerre froide où, l'autodétermination n'est pas formulée comme telle par les peuples autochtones, ça viendra vraiment au milieu des années 80 et à ce moment-là, c'est plutôt les États boliviens et chiliens, mais latino-américains en général, qui reprennent le droit à l'autodétermination pour dire, on a besoin d'une autonomie économique en plus de l'indépendance politique qui nous a été, qu'on a acquis, au début du 19e siècle. Donc l'indépendance politique ne suffit pas, ça suffit pas d'être un État-nation seulement, puisqu'on est encore dépendant économiquement des puissances industrielles qui extraient des matières premières sur notre sol et les transforment en produits à haute valeur ajoutée. Donc pour nous, l'autodétermination, c'est pas seulement la création d'un État-nation par la sécession et l'acquisition d'un territoire, mais c'est aussi la possibilité de développer une autonomie économique. Et donc déjà, il y a un autre sens qui est proposé par ces États-là à ce moment-là, un sens d'autonomie qui sera ensuite repris par les peuples autochtones. Et les gouvernements socialistes de l'époque, donc de Salvador Allende au Chili de 1970 à 73 et de Juan José Torres de 70 à 71, c'est très bref, mais c'est des périodes très intenses en termes politiques, sont vraiment essentiels pour voir cette revendication du droit à l'autodétermination. Et après, on passe à donc les 2 coups d'État de Augusto Pinochet en 73 au Chili et de Hugo Wenzel en 71 en Bolivie. Et donc là, vraiment, toutes les réformes qui ont été mises en œuvre en faveur des peuples autochtones, les réformes agraires, il y a aussi des formes de reconnaissance, culturelle liées à l'indigénisme, sont remis en cause et on a des contre-réformes agraires, une redistribution des terres qui va dans le sens des grands propriétaires terriens et non plus des paysans ou des travailleurs de la terre ou des peuples autochtones. Et aussi, à ce moment-là, on commence à rentrer dans la deuxième période qui est des années 80 aux années 2000, où on a la mise en place des politiques, néolibérales. Donc ça se passe pendant la transition démocratique en Bolivie à partir de 82 et au Chili, ça se passe sous la dictature de Pinochet de plein pied. Et ces politiques néolibérales, elles sont très ambivalentes, parce que d'un côté, elles excluent les peuples autochtones du champ politique, elles les réduisent à des individus consommateurs. Par exemple, au Chili, on a une loi qui oblige la reconnaissance de l'autochtonie ou qui lie la reconnaissance de l'autochtonie à l'acquisition d'un titre de propriété privée des terres. Donc, il faut être à la fois, pour être autochtone, il faut être en fait un individu consommateur et producteur d'une certaine manière. Et de l'autre, en même temps, ces politiques néolibérales se couplent au mouvement du multiculturalisme qui naît au Canada,
dans les années 90 et qui propose une reconnaissance de la diversité culturelle. Alors il y a plein de réformes, constitutionnelles qui se développent dans les États latino-américains dans les années 90, mais on a ça aussi, en Bolivie, avec, par exemple, une loi qui est la loi de participation populaire de 94 qui permet à, de nombreux militants autochtones d'être élus en tant que conseillers municipaux ou maires et commencer à acquérir un capital politique qui ensuite sera essentiel pour l'arrivée au pouvoir du MAS et d'Evo Morales en 2005. Et de l'autre côté, au Chili, on a aussi, pendant la transition démocratique des années 90, la mise en œuvre, enfin très faible, d'une reconnaissance très faible des peuples autochtones, puisqu'ils sont réduits à la catégorie d'ethnie avec la loi de 93. Et donc, de l'autre côté, on a quand même des politiques aussi liées au néolibéralisme, avec l'idée que finalement l'autonomie permet une meilleure gestion des ressources par les individus, puisque s'ils sont autonomes, ils sont incités à gérer leurs propres ressources, donc ils vont le faire de manière efficace. Mais ce qui implique aussi un manque de redistribution des ressources par l'État central. Donc il y a cette grosse ambivalence et aussi à ce moment-là, on a une forme d'internationalisation qui se crée dans les années 80 avec la création en 1982 du groupe de travail sur les populations autochtones. On ne parle pas encore des peuples autochtones à l'ONU et ça, c'est aussi le résultat donc à la fois des transformations liées au multiculturalisme, mais surtout des circulations, des migrations de militants autochtones qui parfois fuient les régimes dictatoriaux d'Amérique latine et qui se retrouvent au Canada, aux États-Unis ou en Europe et qui commencent à intervenir dans les négociations qui ont lieu à Genève. Donc, on a vraiment un contexte dans les années 80 à la fois de répression, de recul, mais de l'autre côté, de transformation idéologique où on voit que aussi la perte en puissance de la classe paysanne et des partis politiques de gauche qui étaient vraiment très puissantes dans les années 70 et qui avaient créé des alliances avec les mouvements autochtones, laisse la voie à une mobilisation plus autonome des peuples autochtones, que ce soit au niveau international ou au niveau national, mais en même temps, ils sont pris dans des logiques économiques qui font que leurs droits politiques ne sont pas exercés de manière comme ils le souhaiteraient, en fait. Et la troisième période qui a plus lieu dans un contexte de mondialisation, elle dure bon, je l'ai délimité de 2000 à 2019, mais on voit que à ce moment-là, on a vraiment un cadre juridique au niveau international qui se stabilise et qui est très progressiste d'une certaine manière, puisqu'on a l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2007 et qui, le résultat principal de ma thèse lié à l'autodétermination et après on va voir à quel point ça peut être appliqué, ça a été appliqué ou pas en Bolivie et au Chili, c'est l'idée de dire que finalement, dans les deux articles principaux liés à l'autodétermination de cette déclaration, l'article 3 et l'article 4, on a une extension, une reconnaissance plus ample du droit à l'autodétermination, puisqu'on ne parle plus seulement de droit à l'autodétermination pour créer un État-nation par la sécession, mais on parle aussi de droit à l'autonomie. Alors, on a une interprétation qui pourrait dire que cette autonomie, en fait, elle réduit l'autodétermination à une autonomie interne, donc une autonomie qui reste sous la domination de l'État et qui ne peut même pas reconfigurer le territoire de cet État. Mais d'un autre côté, comme elle ne définit pas le régime politique qui est le résultat final de l'exercice du droit à l'autodétermination, cette autonomie, finalement, elle laisse une marge d'interprétation extrêmement large sur qu'est-ce que s'autodéterminer et quel est le résultat final. Et donc, le résultat final, ce n'est plus un État-nation avec un territoire et un peuple, une correspondance parfaite entre ces trois éléments, sinon que c'est finalement un peuple autochtone qui décide des modes de décision finalement de comment s'organiser et ensuite de comment réaliser l'exercice courant de cette autodétermination. Et on a une distinction qui est très intéressante du juriste autochtone James Anaya, des États-Unis, et il parle de autodétermination constitutive et autodétermination courante. Donc la première, c'est vraiment le moment constituant. On décide des règles qui vont régir la vie politique dans sa quotidienneté. Et la deuxième, en fait, c'est l'exercice continu de l'autodétermination. Donc une fois qu'on a décidé de ces règles, l'État ne doit pas revenir et reprendre le contrôle de notre territoire. Il faut que ça dure, quoi.
Est-ce que ça inclut des négociations à l'intérieur quand les gens se décident, on se crée comme ça, de cette façon, on s'organise comme ça pour avoir notre autonomie et s'autodéterminer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui mentionne la nécessité de négocier avec l'état-nation enfin, l'état dans lequel on est inclus? Parce que mine de rien, il y a aussi cette question de liberté de pouvoir s'autodéterminer. S'il y a quelqu'un un peu supérieur qui doit décider et donner aussi son avis d'une certaine façon, ça peut être un peu Ouais. coton, quoi. Ouais, ouais, non, non, il y a tout à fait ça. Enfin, cette déclaration, bon, elle a pris 20 ans de négociation, Oui. mais elle est extrêmement cohérente et elle est extrêmement bien rédigée. Donc, c'est vraiment un très beau texte au niveau juridique, en comparaison, par exemple, de la Déclaration des droits des minorités qui était adoptée au milieu des années 90, qui est un texte très court et très succinct, peu cohérent. Il y a peu de droits reconnus. Mais là, c'est vraiment un très beau texte. Et pour le coup, ça, c'est pris en compte puisque il y a différents droits qui sont reconnus, notamment le droit de participation des peuples autochtones aux institutions de l'État. Donc il y a cette circulation, donc les peuples autochtones ne doivent pas non plus être exclus, même s'ils sont autonomes, ils doivent quand même être intégrés dans les institutions étatiques. Et de l'autre, il y a aussi un droit qui est reconnu pour que les peuples autochtones gèrent eux-mêmes leurs relations internationales. Donc d'une certaine manière, on pourrait avoir une autonomie autochtone qui aurait une représentation diplomatique en parallèle de la représentation diplomatique de l'État. Et ça, justement, c'est très intéressant puisque ça montre qu'il y a une brèche juridique sur l'exclusivité de la représentation politique au niveau international par l'État-nation. C'est un fédéralisme, quoi, d'une certaine façon. Ouais, alors justement, c'est aussi la conclusion Pardon. politique de la thèse de non, non, c'est parfait, ça fait une belle transition, c'est de dire que finalement, cette idée d'autonomie et d'autodétermination exercée par les peuples autochtones tend aussi à démocratiser l'État-nation, puisqu'il propose de se diriger vers des formes plus fédéralistes, d'organisation de l'État, donc plus démocratiques d'une certaine manière, puisque au contraire d'un État avec des autonomies, le fédéralisme inclut l'idée qu'il y a une redistribution et une égalité entre composantes fédérées. Donc ça veut dire que les peuples autochtones peuvent être autonomes sur un territoire donné, mais par exemple une autre région, on va dire, qui ne serait pas nécessairement reconnue comme autochtone, aurait aussi la possibilité d'exercer une autonomie et serait en égalité juridique avec les peuples autochtones. Donc d'une certaine manière, c'est pas un droit exclusif, c'est un droit plutôt inclusif, des autres aussi composantes de, la diversité de ce qui constitue le peuple qui est représenté par l'État-nation, au final. Mais ce cadre juridique, dans les cas, boliviens et chiliens, a plus ou moins été mis en œuvre. Alors dans le cas de la Bolivie, on a une innovation, politique, juridique, institutionnelle incroyable qui est l'État plurinational, qui a été mise en œuvre à partir de la constitution de 2009, mais qui dépend aussi de l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales et de ce premier président, enfin symboliquement reconnu comme autochtone d'origine aymara, qui arrive au pouvoir en 2005. Et donc l'adoption de la nouvelle constitution en 2009 est extrêmement progressiste. C'est une constitution extrêmement longue par rapport surtout à la constitution états-unienne, mais même française. On a plusieurs centaines d'articles, c'est vraiment impressionnant. Et il y a un droit à l'autonomie des peuples autochtones qui est reconnu, avec ensuite une transformation administrative. Il y a une loi qui précise les modalités de cette acquisition de l'autonomie autochtone. Et en fait, cette loi met énormément d'entraves juridiques et administratives à l'acquisition de l'autonomie. Il y a plusieurs référendums, un référendum d'entrée, un référendum d'approbation des statuts de l'autonomie, un référendum ensuite d'adoption de l'autonomie finale. Donc ça prend énormément de temps et finalement, aujourd'hui, on a une dizaine de mairies qui se sont transformées ou de municipalités qui se sont transformées en autonomie autochtone et ça n'a pas eu le succès attendu par le gouvernement d'Evo Morales, puisqu'on s'attendait à ce que toutes les communautés et les municipalités autochtones deviennent autonomes, mais ça a pas été le cas. Et donc aussi, on voit à quel point il y a des réticences de l'État central à laisser la possibilité d'une redistribution du pouvoir au niveau administratif et territorial. Et aussi des formes de répression qui ont pris place à l'encontre des mouvements surtout liés aux conflits socio-territoriaux, que ce soit dans le parc du type Nice ou dans d'autres endroits liés à des projets d'extraction de matières premières et de minerais. Et dans le cas du Chili, en fait, on a un cadre juridique qui a mis beaucoup de temps à avancer et qui est encore très en recul, enfin très peu avancé par rapport au reste des pays latino-américains.
avec une loi qui reconnaît seulement les ethnies. Les peuples autochtones ne sont toujours pas officiellement reconnus au Le Chili. fameux mot peuple. Oui, Attention, il faut pas dire peuple ouais, parce que sinon là, on met le doigt dans un engrenage, c'est fini quoi. ouais. Et justement, le mot peuple, c'est celui qui donne accès au droit à l'autodétermination, mais qui aussi ben, d'une certaine manière, selon le droit international, pourrait, conduire à la sécession. D'où la peur, en fait, des États-nations d'une certaine manière. Mais néanmoins, dans le cas des peuples autochtones, il n'y a jamais eu de revendication de sécession. Donc, bon, on est un peu sur cette ambivalence-là. Mais le seul texte qui a permis de faire avancer un peu le cadre juridique au Chili, c'est, la ratification de la convention 169 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, de 89 qui reconnaît un droit à la consultation dans ses articles 6 et 7, donc qui oblige d'une certaine manière l'État à consulter les peuples autochtones quand il met en œuvre des projets, des politiques qui pourraient les affecter directement. Mais à nouveau, on a des entraves administratives qui sont mises en œuvre pour limiter la consultation, etc. Et la possibilité, je sors un peu du cadre temporel chronologique de ma thèse, mais la possibilité d'avoir un État plurinational grâce au texte constitutionnel proposé par une convention constituante en 2021 a été refusée à plus de 60%. Et à nouveau aussi, cette idée d'État plurinational a été à la fois rejetée par une majorité de Chiliens et de Chiliennes, notamment, il y a eu d'arguments des partis politiques de droite disant que les peuples autochtones du Chili allaient avoir plus de droits que les citoyens chiliens et chiliennes commun, on va dire. Donc ça a créé une forme de peur. Et de l'autre côté, on a aussi eu les Mapuches qui se sont mobilisés, certains groupes qui disaient qu'il n'y avait plus rien à attendre de l'État chilien et que donc cet État plurinational qui était proposé aussi par des constituants qui étaient d'origine mapuche, mais à nouveau, c'est une proposition qui venait de l'État ou qui venait d'une certaine élite. Et donc pour eux, finalement, l'État plurinational était un échec, comme on le voyait en Bolivie ou en Équateur, et que donc l'autodétermination devait être exercée par des mouvements sociaux et être pris d'une certaine manière par la force. Et on a vraiment une radicalisation du mouvement mapuche qui se produit et de l'État chilien, du côté de l'État chilien, un mouvement répressif extrêmement fort avec par exemple le gouvernement de gauche qui va donner le pouvoir à un gouvernement d'extrême droite le 11 mars, mais qui, quand il est arrivé au pouvoir, celui de Gabriel Boric, 6 mois après sa prise de pouvoir, a déclaré l'état d'urgence dans la région de l'Araucanie, donc là où se trouvent les Mapuches. Et cet état d'urgence n'a pas été levé depuis cette première déclaration. Donc ça fait 3 ans et demi d'état d'urgence avec la possibilité pour les militaires d'intervenir sur place. Et aussi, ce qu'on a, c'est une judiciarisation de la relation entre les Mapuches et l'État chilien. L'État chilien qui utilise une loi qui date de la dictature, la loi antiterroriste, qui permet d'avoir recours à des témoins anonymes, d'avoir de la prison préventive. Donc, on a des militants mapuches qui sont emprisonnés depuis plusieurs années sans procès. Donc on a vraiment cette ambivalence entre d'un côté un cadre juridique international extrêmement novateur, progressiste et qui permet aussi d'introduire une brèche, comme je le disais, sur la représentation internationale, sur ce que ça veut dire d'être inclus ou non dans le système international et de l'autre une mise en œuvre dans des pays où il y a une population autochtone importante et qui font quand même des efforts parce que si on compare par rapport aux pays asiatiques et aux pays africains, on est quand même sur des cadres juridiques beaucoup plus avancés. Mais même, il y a une réticence très forte de l'État-nation à mettre en œuvre ce type de droit pour des raisons à la fois économiques liées à des projets d'extraction des minerais, à des intérêts, etc. Et de l'autre, pour des raisons politiques, administratives, institutionnelles, sur la difficulté de transformer finalement un modèle d'État-nation qui a été plus ou moins importé des États-nations occidentaux et qui aujourd'hui ben, a du mal en fait à s'intégrer à un contexte de mondialisation économique libérale. Mais en même temps, l'espoir de la thèse, c'est de dire que ben, il y a quand même au niveau juridique et au niveau international quelque chose qui a été proposé et qui mérite d'être réfléchi un peu pour voir vers où on pourrait aller pour éventuellement, sans non plus détruire l'État-nation, mais proposer des formes d'avancement un peu plus démocratiques de cette forme institutionnelle qu'est l'État-nation, en allant éventuellement vers des formes d'États fédéraux, etc. Affaire à suivre donc. Voilà. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Pablo? Est-ce que tu continues la recherche ou est-ce que tu as la thèse, ça t'a épuisé et tu t'es dit non, plus jamais? Non, si je continue la recherche, Ouais, comme on dit, c'est une vocation, mais c'est une vocation dont il faut assurer bien sûr les conditions matérielles bien sûr. d'existence.
Non, non, je continue. Je vivais avec ma compagne qui est chilienne, qui est aussi chercheuse au Chili, l'année passée. Enfin, on a passé 1 an et demi, au Chili et là-bas, j'ai fait une recherche de postdoc sur, la santé publique et les transformations de l'État social chilien. Alors ça peut paraître un peu éloigné des peuples autochtones dit comme ça, mais l'idée, c'est, aussi de voir la transformation, reprendre cette sociologie historique de l'État et voir la transformation de l'État en lien avec l'inclusion et l'exclusion aussi de groupes sociaux, donc que ce soit les femmes, les ouvriers, mais vraiment sur cette pensée de la sécurité sociale, on a l'idée de voir à quel point l'État doit s'occuper de certaines franges de la population ou pas, et comment, selon quels critères il les inclut ou les exclut. Et l'autre élément qui m'intéresse d'approfondir un peu, et ça on le fait avec le directeur du projet dans lequel je travaille, qui est Yvan Saint-Solieu, un sociologue de l'Université de Lille, c'est de repenser ce que veut dire en fait un État social en situation de dépendance. Donc, l'étude des États sociaux, c'est surtout basé sur des modèles, soit d'Amérique du Nord, soit d'Europe. Et donc, quand on est face à dans une situation économique internationale particulière qui conduit à un manque, de ressources, enfin une perte au change du fait de la transformation des matières premières en produits à haute valeur ajoutée par les pays industrialisés, comment est-ce qu'ensuite on redistribue ces richesses et comment est-ce qu'on crée un système de protection sociale qui éventuellement est, une manière de créer un plancher de sécurité pour ensuite industrialiser la société et pour éventuellement, produire le développement, même si le développement, c'est à nouveau une autre, comme l'autodétermination, c'est une autre notion complètement polysémique et qui fait l'objet d'énormément de luttes politiques. Donc, ça va dans ce sens pour l'instant. Ok, bon bah tu dois pas t'ennuyer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce Dazibaou en bref. Et puis pour les auditeurs, s'ils ont envie d'en savoir encore plus sur ton sujet de thèse, voilà, et ben je les invite directement à aller sur le site internet du Dazibaou où il y a le gros épisode, l'épisode traditionnel qui les attend, voilà, pour rentrer encore plus dans le détail. Voilà, merci encore Pablo. Merci à toi. À bientôt, bye bye. Ciao. Some crazy people look passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing.